Un soldat sauve le fils d'un millionnaire d'un complot d'enlèvement brutal. Mais la vérité qui se cache derrière lui le fait pleurer, non pas à cause des blessures, ni à cause de son passé, mais à cause d'une phrase que l'enfant a murmurée. Une phrase qui a bouleversé toute sa vie. « Monsieur, aidez-moi s'il vous plaît. » Le cri a brisé le silence des bois du nord de Boston. Un endroit où Daniel Reed marchait chaque après-midi. Sur un sentier couvert de pins, il avançait à un rythme soutenu, un petit sac à dos en bandoulière. Une bouteille d'eau à la main. Son exercice quotidien ne visait pas à rester en forme, mais à empêcher son esprit de s'effondrer. Ce cri n'était pas une farce. Aucune voix d'adulte ne suivit. C'était un cri solitaire et désespéré. Daniel s'arrêta, écouta. Sentit le silence pulser comme un battement de cœur. Puis il courut droit dans les sous-bois. À travers les branches épaisses, il l'a vu et s'est figé pendant une fraction de seconde. Un camion noir garé juste à la lisière de la forêt, ses portes arrière grandes ouvertes. Un homme grand portant un sweat à capuche traînait un petit garçon vers lui. La bouche du garçon était scotchée, ses yeux étaient remplis de peur. À quelques mètres de là, un autre homme tenait un pistolet paralysant, prêt à tirer. Daniel n'a pas hésité. Il a réagi comme avant de quitter l'uniforme. La bouteille d'eau est tombée. Sa main droite atteignit sa ceinture et en sortit un couteau pliant. 3 foulées. Basse et rapide. Il s'est lancé comme une ombre. Le premier homme ne l'a jamais vu venir. Un coup de genou violent dans le ventre. Un coup sec pour arracher le bras de l'homme du garçon. L'enfant est homme. B au sol. Le deuxième homme tressaillit, tira, mais le soldat vétéran avait déjà bougé. Il a plongé sur le côté. Son couteau tournoya dans l'air, tranchant le bras de l'homme. Le pistolet paralysant est tombé au sol. Daniel a attrapé le garçon. « Cours dans les bois » ordonna-t-il. Le garçon hésita. La voix de Daniel s'est durcie. Maintenant. Cette fois, le garçon écoutait. Il a disparu dans les arbres. Daniel recula, prêt pour une nouvelle attaque. Mais les deux hommes étaient déjà au sol, gémissant, vaincus. 12 minutes plus tard. Les sirènes retentissaient sur le sentier. Daniel se tenait immobile dans la clairière, les bras levés. Ses manches étaient trempées de sueur et de sang, pas le sien. Lâchez ce couteau, a crié un officier dans un mégaphone. C'est là-bas, par terre, répondit Daniel d'une voix ferme et basse. Le capitaine de police s'est avancé. 2 hommes inconscients. Un couteau ensanglanté. Traces de traînées dans la terre. Et un jeune garçon réconforté par les ambulanciers près de l'ambulance. Le garçon a pointé du doigt. Il m'a sauvé. Un élégant SUV noir s'est arrêté. La porte s'est ouverte. Une femme en tailleur est sortie, ses talons hauts s'enfonçant dans le sol humide. Son visage était pâle, mais ses yeux avaient une clarté vive et inébranlable. Sophie Laval, dit l'officier. La mère du garçon. Sophie se précipita en avant. Où est Léo? En sécurité, répondit l'officier. Il va bien. Elle regarda Daniel. Et cet homme? Daniel Reed, dit-il. Je ne connais pas ce garçon. Je me promenais juste. Sophie fixait le manteau usé. Les chaussures couvertes de boue, les yeux du soldat. Quelque chose la fit s'arrêter. L'intuition. Peut-être. D'une vie où les hommes bons ressemblaient souvent à rien du tout. Nous avons besoin que vous veniez au poste et que vous fassiez une déclaration, a déclaré l'officier. Daniel hocha la tête. Je coopérerai. Juste à ce moment-là, Léo s'est libéré de l'emprise du paramédical et a couru droit vers Daniel. Il enroula ses bras autour de la jambe du soldat sans hésitation. Un enfant de 6 ans, tout juste sauvé d'un enlèvement, s'accroche à un parfait inconnu. Je vais bien maintenant. Tu étais là. Toute l'équipe de sécurité était stupéfaite. Sophie se figea. Son fils, qui craignait les étrangers et qui ne s'entendait même pas avec sa propre nounou, serrait maintenant contre lui un homme sans nom, sans histoire. Daniel s'agenouilla doucement et posa une main sur l'épaule de Léo. Tu as été formidable. Mais maintenant, tu dois retourner auprès de ta mère. Léo s'est retourné.
Où vas-tu? Juste pour parler. Tout ira bien. Daniel se leva, ses yeux rencontrèrent ceux de Sophie. Je ne connais pas votre fils. J'ai simplement agi comme n'importe qui aurait agi, celui qui a vu cela trop souvent et qui n'a rien fait. Sophie soutint son regard. Et dans ce regard, elle l'a vu. Pas une menace. Mais le poids de quelque chose de longtemps enfoui. Cette fois, dit-elle doucement, votre instinct a sauvé la vie de mon fils. Daniel jeta un dernier coup d'œil au garçon avant de monter dans la voiture de police. Mais la façon dont Léo le regardait, les yeux écarquillés, sans cligner des yeux, toucha quelque chose à l'intérieur. Son cœur a fait un bond. Il ne savait pas pourquoi. Ce garçon avait l'air terriblement familier. Où? Daniel la regarda droit dans les yeux. Dans un rêve. Elle laissa échapper un léger rire, même si on ne savait pas si c'était dû à la nervosité ou à l'inconfort. Je ne suis pas superstitieux. Mais cette réponse suffit à m'empêcher de dormir. Daniel jeta un coup d'œil autour de la pièce. Une photo sur le mur a attiré son attention. Dans ce film, Léo avait environ 3 ans. Tenait un avion joué en bois et souriait jusqu'aux oreilles. Daniel se leva et s'approcha. Son expression s'assombrit soudainement. Il tendit la main et toucha doucement le cadre en verre. Cet avion? David, le père de Léo, l'a fait pour lui, dit Sophie derrière lui. Il est décédé il y a 3 ans, dans un accident de voiture. Daniel fit un léger signe de tête. Mais sa main resta sur le cadre. J'en ai fait un exactement pareil, presque identique, quand j'étais à l'hôpital militaire. Sophie se figea. Tu étais dans un hôpital militaire? 6e centre de reconnaissance près de Fort-Detrick, en 2018. Elle le regarda, quelque chose lui traversa clairement l'esprit. Daniel s'est C'est peut-être une simple coïncidence. Ou peut-être pas. Un instant plus tard, Sophie se leva. Léo ne s'endormira pas s'il n'entend pas ta voix. Ça te dérangerait de monter un peu? Pas du tout. À l'étage. La chambre de Léo. Léo était assis sur le lit, dessinant avec ses genoux relevés. Quand il vit Daniel, son visage s'illumina. Vous êtes ici? Daniel s'assit au bord du lit. Toujours éveillé. Je t'attendais. Le garçon lui a tendu un dessin. C'était une photo de Daniel le tirant hors de la voiture noire. Le visage de l'homme était dessiné avec de grands yeux. Des sourcils épais et un manteau déchiré. Tu es vraiment doué pour ça. Mon professeur dit que j'ai beaucoup d'imagination, mais aujourd'hui, ce n'était pas de l'imagination. Daniel émit un petit rire silencieux. Léo pencha la tête. Avez-vous des enfants? Daniel s'est figé. Je l'ai fait. Mais, quand mon enfant est décédé. Léo n'a rien dit. Il a juste rapproché son oreiller. Alors, peux-tu être mon faux père ce soir? Daniel regarda le garçon pendant un long moment. Oui. Léo s'appuya sur son épaule. Quelques minutes plus tard. Il dormait profondément. Daniel sortit dans le couloir et ferma doucement la porte derrière lui. Sophie était déjà là, appuyée contre la balustrade, attendant. Merci, dit-elle sans le regarder. Je ne sais pas ce qui se passe, mais Léo n'a jamais fait confiance à personne comme ça. Daniel fit un petit signe de tête. Elle se tourna et leva les yeux vers lui. Tu es sûr? On ne s'est jamais rencontrés. Non, mais peut-être que j'ai rêvé de toi une fois. Sophie se tut. Dans son bureau. Sophie a ouvert un vieux tiroir et en a sorti une photographie prise dans un hôpital militaire il y a 6 ans. Derrière son épaule, parmi un groupe de soldats, se trouvait un jeune homme portant une veste de corps médical usée. Et bien que son visage soit flou, ses yeux ressemblaient étrangement à ceux de Daniel. La nuit s'est installée sur le domaine de Helvali comme une épaisse couverture, étouffant chaque bruit. Daniel était allongé sur le lit d'appoint en bas, les yeux grands ouverts. Regardant à travers le plafond comme s'il essayait de localiser quelque chose de perdu depuis longtemps. Le sommeil ne venait pas, non pas à cause de l'épuisement, mais parce qu'une image continuait à défiler dans son esprit. Cette femme, cette main. Cette voix. Tout cela semblait trop réel pour être un rêve. Les souvenirs s'écrasèrent sur lui comme un raz-de-marée. Une chambre d'hôpital d'un blanc éclatant.
L'odeur piquante de l'antiseptique. Une main fine appuyant doucement sur son front. Une voix féminine calme et basse, près de son oreille. Quel est ton nom? Roseau. Daniel? La jeune femme a griffonné quelque chose. L'étiquette sur sa blouse blanche indiquait « Sophie L. ». Daniel abattu au milieu de la nuit. Des sueurs froides coulaient le long de sa nuque. Il ne pouvait plus le nier. Mais cette fois, ce n'était pas juste un vague rêve. Sur la table de nuit, Sophie avait placé un petit flacon de spray antiseptique, du genre utilisé dans les hôpitaux. Lorsqu'il l'a ramassé, l'odeur l'a frappé instantanément, exactement la même odeur. Étrangement, cela a déclenché un souvenir d'une clarté troublante. Une main délicate, légèrement froide, touchant son front. Une voix basse et régulière, sans hâte. Quel est ton nom? Roseau. Daniel. Il resta figé, puis se tourna vers le salon. Dans la faible lueur de la veilleuse, il vit les boucles d'oreilles de Sophie accrochées à une étagère. En forme de larme avec des pierres bleues foncées. Et puis un détail qui lui a fait froid dans le dos. Une petite cicatrice en forme de crochet derrière son oreille gauche. La même qu'il se souvenait avoir vue lorsqu'elle s'était penchée pour écrire que quelque chose à l'hôpital militaire. Cela ne pouvait pas être une coïncidence. Le lendemain matin, la lumière du soleil entrait à travers les fenêtres du salon. Daniel était assis en silence sur le canapé, regardant Léo fouiller dans une pile de livres sur l'étagère. Sophie était dans son bureau, la porte légèrement entr'ouverte. Clara Hara, la gouvernante, posa une tasse de café devant lui, puis recula, observant tranquillement. Léo a sorti un vieux carnet relié en cuir. Un petit morceau de papier plié a glissé et est tombé au sol. Daniel se pencha pour le ramasser, mais au lieu de le remettre, il le déplia instinctivement. L'écriture était incontestablement la sienne. Le 17 mars, un jeune soldat nommé des Grids s'est réveillé après 9 jours de coma. Ses yeux semblaient déjà morts. La main de Daniel s'est figée. Il n'y avait aucun doute là-dessus. C'était lui. C'était le jour où il est sorti du coma après l'explosion de Fallujah. Sophie sortit à ce moment-là, ses yeux se tournant rapidement vers le papier dans sa main. Elle s'est arrêtée net. Daniel n'a pas levé les yeux. Ses yeux restèrent fixés sur les mots. Le 17 mars de cette année-là, c'est le jour où j'ai quitté la salle de réveil. Tu l'as enregistré. Tu t'es souvenu de moi. Sophie s'approcha et lui arracha le morceau de papier des mains. Ceci n'était qu'une note clinique de mon stage. Je traitais des dizaines de cas chaque semaine. Daniel leva les yeux fixés sur elle. Alors pourquoi écrire sur moi spécifiquement? Juste une ligne, un nom. Il n'y a rien de tel dans ce carnet. Sophie n'a pas répondu. Elle se détourna, visiblement mal à l'aise. Mais son silence dit à Daniel tout ce qu'il avait besoin de savoir. Il soupira et fouilla dans sa poche, en sortant une enveloppe usée et froissée au son vieux dossier personnel de l'armée. Il le feuilleta et en sortit une feuille de papier. Confirmation de sa participation à une étude génétique militaire. Il le lui tendit. J'ai un jour participé à un programme de recherche génétique. On m'a demandé des échantillons biologiques, utilisés pour des études et éventuellement stockés. À l'époque, je ne posais pas de questions. Je pensais juste que c'était comme donner du sang ou des tissus, rien de plus. Il s'arrêta, les yeux rivés sur ceux de Sophie. Laisse-moi te demander quelque chose. Quand est l'anniversaire de Léo? Sophie hésita. 14 décembre. Daniel a sorti un document de sortie de l'hôpital militaire. Il l'a posé sur la table à côté du formulaire de consentement génétique. J'ai été libéré le 13 mars 2019. Environ 9 mois avant la naissance de Léo. Sophie baissa les yeux sur les deux documents, ses lèvres pincées en une fine ligne. J'ai également participé à un programme de soutien à la fertilité. C'était totalement confidentiel. Je n'ai jamais su qui était le donneur. Je n'y avais pas droit. On m'a simplement donné un exemple de code. J'ai sélectionné un profil basé sur la compatibilité de mon immunité et de mes anticorps avec mon dossier médical. Je n'ai pas réfléchi plus loin. Je ne pouvais pas. Daniel regarda par la fenêtre, regardant Léo rire et jouer avec la nounou. Ce garçon n'avait pas peur de moi.
Il n'avait pas besoin de temps pour s'échauffer. Il ne me traitait pas comme un étranger. Dès le début, il s'est jeté dans mes bras comme s'il savait quelque chose. Il se retourna, les yeux rouges. Si tout cela est vrai, si j'étais le donneur. Alors Léo est mon fils. Sophie s'est effondrée sur une chaise. Pour la première fois. Elle n'a pas essayé de contrôler le moment. Je ne l'ai pas nié. Elle était tout simplement stupéfaite. Daniel s'approcha, sa voix lente et régulière. Je ne demande rien. Je n'exige rien. Mais si je suis le père de ce garçon, j'ai besoin de savoir. J'ai besoin de la vérité. Pas pour moi. Pour lui. Personne n'a dit un mot. Derrière le rideau, Clara se tenait figée. Les yeux immobiles, un plateau de thé intact dans ses mains. La vérité venait de sortir comme une porte ouverte qui ne pourrait plus jamais être refermée. Et alors que Daniel se tournait pour regarder Léo une fois de plus, une pensée le frappa comme un vent froid. Si cet enfant est vraiment mon fils, alors quelqu'un pourrait vouloir me l'enlever pour de bon. Tout semblait à nouveau calme, mais personne ne réalisait que ce n'était que le calme avant la prochaine tempête. Le vent de fin d'automne murmurait à travers les arbres derrière le domaine. Le système de sécurité venait d'être modernisé, caméra de détection de mouvement à 360 degrés. Capteurs infrarouges le long de la clôture ouest et une équipe de sécurité présente 24 heures sur 24. Mais Daniel ne faisait pas confiance aux appareils. Il se tenait sur le balcon du 2e étage. Regardant avec les yeux de quelqu'un qui avait survécu à des dizaines d'embuscades. Derrière lui, Sophie sortit avec un manteau léger drapé sur ses épaules. Elle s'appuya contre la balustrade. Silencieuse pendant quelques instants avant de parler. Je me suis demandé, pourquoi Léo ? Pourquoi un enfant de 6 ans serait-il la cible ? Daniel la regarda. À quoi penses-tu ? Je suis PDG. La seule femme au Conseil national d'ingénierie. Je peux coûter des contrats à mes concurrents, influencer les investisseurs. Je me suis fait des ennemis. Des ennemis sans visage. C'est peut-être une question d'argent, peut-être une vengeance personnelle, mais cette fois, c'est différent. Daniel hocha légèrement la tête. Cela ne ressemble pas à un système de rançon standard. Sophie se tourna vers lui. Ils n'ont pas demandé d'argent, aucune exigence, juste un message. Je ne peux pas protéger mon propre fils. Il resta silencieux, les yeux fixés sur la ligne d'arbre au loin. Et celui qui a envoyé ce message sait exactement comment jouer le jeu de la menace. Sophie serra plus fort la balustrade, son regard devenant froid. J'ai quelques noms en tête, mais une seule personne a eu toute ma confiance. Et maintenant je ne suis plus si sûr. Daniel se tourna vers elle. Ensuite, nous commençons par celui en qui vous avez le plus confiance. Parce que la trahison commence toujours par la confiance. Léo dormait. Sophie était en bas en train de réviser les dossiers de l'entreprise. T. Out semblait calme jusqu'à ce que Daniel entende un faible bruit, un léger clic, comme le bruit d'un portail électrique qu'on brise. Il entra immédiatement dans la salle de surveillance où un jeune garde surveillait les moniteurs. L'écran a émis un léger scintillement. Le signal commençait à se briser. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Murmura le garde du corps. Il brouille le signal. Ils sont déjà à l'intérieur du périmètre, dit rapidement Daniel, ses yeux scrutant chaque image floue de la caméra. Pas d'alarme. Pas de lumière clignotante. Cela ne peut signifier qu'une chose. Le système a été piraté à sa base. Daniel sortit une arme de poing de la poche de son manteau et parla dans son oreillette. Clara. Amène Léo au sous-sol maintenant. Pas de questions, pas de retard. Il se précipita en bas jusqu'au 1er étage, où Sophie resta figée devant les grandes portes vitrées. Sophie, rentre à l'intérieur. Verrouille tout. Que se passe-t-il ? Ils sont ici. Il l'interrompit, les yeux fixés sur la cour avant. Une ombre passa à toute vitesse à l'extérieur. Puis un léger bruit sec, un coup de feu silencieux a frappé le plafonnier, le faisant vaciller. Où est Léo ? Sophie haleta. Clara l'emmène au sous-sol. Il est en sécurité là-bas pour le moment. Soudain, une série de coups frappa les portes arrière en verre. Puis le bruit de bris. Daniel a renversé une table pour bloquer leur ligne de vue. Reste près de moi.
Deux hommes en noir, le visage à moitié couvert. On fait irruption avec des fusils à visée laser. Daniel saisit l'instant, se précipita, tira Sophie derrière le mur et riposta. L'un d'eux a reçu un coup à la jambe et est tombé violemment. L'autre a tiré sauvagement. Daniel roula derrière le canapé, esquive en bas, puis se releva et tira 2 fois, le touchant à l'épaule et au ventre. Du sang éclaboussé sur le tapis blanc. Dans le chaos, Daniel se précipita à l'étage. Clara. Où est Léo? Sa voix l'appelait depuis le sous-sol. Il est en bas. C'est fermé à clé. Une explosion soudaine a secoué la maison depuis la salle de contrôle de sécurité. Ils ont fait exploser les données. Daniel s'est précipité vers lui juste à temps pour apercevoir un H. Homme vêtu d'une veste en cuir noir se faufilait par une sortie latérale. L'intrus s'est arrêté, fixant directement la caméra de sécurité toujours active avant de la briser. Mais juste avant cela, il a laissé un message glaçant. Tu me dois quelque chose, Sophie, et je paierai avec le garçon. Cette voix a figé Sophie sur place. Daniel revint et la trouva tremblante. Tu le connais? Elle secoua la tête, puis acquiesça. Marcus? C'est Marcus, mon ancien assistant. Je l'ai dénoncé pour détournement de fonds. Il a disparu après l'inculpation. Elle s'arrêta comme si elle choisissait ses mots avec soin. Nous avons travaillé ensemble pendant près de 7 ans. Il dirigeait toutes nos opérations technologiques, un esprit brillant, totalement irremplaçable. Je lui faisais confiance comme à un membre de la famille. Daniel ne dit rien, mais ses yeux s'assombrirent. Mais j'ai ensuite découvert une série de transactions douteuses. Des fonds de projets détournés vers des sociétés écrans. Quand je l'ai confronté, il a tout nié. Mais je ne pouvais pas détourner le regard. Sophie, est-ce que ça a été réglé? Oui. J'ai soumis les preuves au comité de surveillance interne. Il a été suspendu, puis inculpé. Mais avant le procès, il a disparu. Personne ne l'a revu depuis, pas une trace. Daniel la regarda. Et maintenant il est de retour. Pas pour l'argent, mais pour se venger. Sophie hocha lentement la tête. Parce que j'ai détruit sa vie. Et maintenant? Il veut faire la même chose avec le mien, en commençant par Léo. Daniel resserra sa prise sur le pistolet. Il n'est pas parti. Il revient. À ce moment-là, le son d'une voix d'enfant retentit. Lion. Daniel s'est précipité au sous-sol. Clara tenait Léo, le visage maculé de sang. Ce qui s'est passé? Daniel tomba à genoux. Ce n'est qu'une égratignure. Balbutia Clara. Il a trébuché en descendant les escaliers et s'est cogné la tête contre l'une des marches. Daniel prit Léo dans ses bras, ses mains tremblantes. Du sang a taché sa chemise. Mais le garçon a ouvert les yeux. Il était encore conscient. S'il te plaît, ne me quitte pas. Daniel le serra fort dans ses bras et, pour la première fois depuis la perte de son propre enfant, il s'effondra et pleura. Non pas par peur, mais parce que quelque chose au plus profond de lui s'était réveillé. L'instinct d'un vrai père. Sophie se tenait à l'entrée du sous-sol. Témoin de tout ce qui se passait. Elle n'a pas parlé. Elle n'a pas bougé. Elle était simplement une mère regardant un homme tenir son fils comme si rien d'autre au monde n'avait d'importance. Le lendemain matin, il n'y avait pas de soleil sur Boston, juste une nuance uniforme de gris suspendue au-dessus de la cime des arbres d'automne à l'extérieur de la fenêtre du 2e étage. Une légère brise agitait les feuilles dorées qui flottaient sur le toit du domaine de Laval, emportant avec elle un calme qui troublait le cœur. À l'intérieur, Sophie était assise seule dans son bureau. Une fine enveloppe attendait sur le bureau. Elle n'avait pas dormi de la nuit. L'image de Daniel s'effondrant à côté du lit d'hôpital, tenant fermement Léo. Les yeux inondés comme un père réuni avec un enfant perdu depuis longtemps, tournaient en boucle dans son esprit comme une scène bloquée en rediffusion. Sophie n'était pas quelqu'un qui faisait facilement confiance à son intuition. Mais cette fois, elle ne pouvait pas se débarrasser de ce sentiment. La ressemblance n'était pas seulement dans ses yeux, mais dans sa voix, dans la façon dont Léo s'accrochait à Daniel comme quelque chose de profond et de familier. Et puis, après que Clara ait discrètement retiré une mèche de cheveux de la veste de Daniel encore accrochée dans le salon, Sophie l'avait discrètement placée à l'intérieur de l'enveloppe. Avec elle.
La vieille brosse à dents de Léo. Personne ne savait. Une simple vérité, si elle s'avérait réelle, pourrait changer son monde à jamais. Les mots en italique dans le coin supérieur gauche ont fait battre son cœur plus vite. Analyse ADN. Taux de correspondance 99,94%. Exemple 1, Léo Laval. Exemple 2. Daniel Reed. Sophie tenait les résultats à deux mains, même si elle avait l'impression de tenir quelque chose de chaud et d'étranger. Elle ne savait pas ce qu'elle espérait, un miracle ou un déni. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'à partir du moment où Daniel est entré dans sa vie, quelque chose avait changé. Cuisine du domaine Laval, 9 heures. Daniel était assis seul au comptoir en marbre. De la vapeur s'élevant de la tasse de café devant lui. Il ne savait pas ce que faisait Sophie. Je ne savais pas comment la journée était censée commencer. Mais quelque chose arrivait, il le sentait. Ce vieil instinct, celui qui l'avait aidé à survivre à Fallujah, revenait en force. Des pas légers résonnèrent derrière lui. Sophie est apparue. Enveloppe à la main. Daniel l'a vue sur son visage. Pas le regard perçant d'un PDG. Pas même l'inquiétude d'une mère inquiète pour son enfant. C'était l'expression d'une femme sur le point de dire quelque chose qui pourrait tout changer. « Nous devons parler », dit-elle. Daniel hocha la tête et repoussa sa tasse de café. Ils sont entrés dans le bureau privé de Sophie. La porte s'est refermée derrière eux, isolant le reste de la maison comme un monde différent. Un qui n'appartenait désormais qu'à eux deux. Sophie a laissé une enveloppe sur la table sans en dire plus. Mais à l'intérieur se trouvait un test ADN prouvant que Daniel était le père biologique de Léo. Daniel, un soldat hanté par la perte de sa première famille, a été secoué par la vérité. Il se souvenait avoir donné un échantillon génétique pour un programme militaire, sans jamais s'attendre à ce que cela le conduise à un fils qu'il n'avait jamais connu. Léo, inconscient de la tension des adultes, a innocemment demandé à Daniel de réparer son avion jouet, puis lui a demandé s'il pouvait être son père. Daniel, bouleversé, a embrassé Léo et a silencieusement accepté une nouvelle chance de paternité. 2 jours plus tard, une réunion d'urgence a révélé que quelqu'un au sein de l'entreprise de Sophie avait divulgué des informations sur Léo. Les soupçons se sont portés sur Nathan, un cadre de confiance, qui a ensuite été filmé avec des preuves incriminantes. Daniel l'a confronté, découvrant que Nathan avait aidé l'agresseur Marcus à apprendre que Daniel était le père de Léo. Peu de temps après, Léo fut à nouveau kidnappé lors d'une inspection organisée dans le domaine. Daniel s'est évanoui et s'est réveillé pour découvrir que Léo était parti et qu'une note au crayon était collée sur un arbre, « Papa. J'ai vraiment peur. » Alimenté par la culpabilité et la détermination, Daniel a juré de sauver Léo quel qu'en soit le prix. Avec l'aide d'anciens contacts militaires, Daniel a retrouvé les ravisseurs dans un entrepôt. Il s'est infiltré sur le site, a sauvé Léo et s'est échappé juste au moment où la police effectuait une descente dans le complexe. Il a ramené Léo à la maison à 3 heures du matin, où Sophie a retrouvé son fils en larmes. Le lendemain, Sophie a fait face au public lors d'un lancement de produits majeurs. Nathan a essayé de la dénoncer. Mais une vidéo a montré sa trahison avec Marcus. Il a été arrêté sur place et Marcus a été capturé plus tard dans la journée. Après cela, Sophie a publiquement reconnu Daniel comme le père de Léo. Léo, désormais en sécurité, a déclaré qu'il n'avait plus peur avec ses 2 parents à ses côtés. Daniel s'apprêtait à partir mais hésita lorsque Léo lui demanda de l'aider à terminer la construction d'un avion jouet. Sophie a offert du cacao et au lieu de partir, Daniel s'est assis à côté de son fils et a commencé à construire. Ils n'ont pas parlé de l'avenir, mais dans ce moment de silence sur le porche, quelque chose de non dit a été reconstruit. Une famille, née non seulement du sang, mais aussi de la douleur, du courage et de l'amour. Ce n'est pas seulement une histoire de sauvetage. C'est un rappel qu'un cœur prêt à se battre peut rassembler un monde brisé. Feriez-vous la même chose que Daniel ? Et avant de partir, comment vas-tu ? C'est normal de se reposer si on est fatigué. Merci d'être ici. On se retrouve dans la prochaine histoire.